bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de venir ici, notamment quand je siégeais à la Commu il y a quelques années. Moi, par rapport notamment à Sylvie, les choses sont claires. Je ne connais pas grand-chose, en fait, au système, au premier degré, au second degré. Bon, j'ai été élève dans le passé, pas très bon d'ailleurs, dans le premier et second degré, mais j'ai pas d'expérience personnelle d'enseignement dans le primaire, dans le secondaire, du tout. J'enseigne dans l'enseignement supérieur, et je dois même confesser que je n'ai même jamais mis un pied à l'université comme étudiant, puisque je suis passé par le système des grandes écoles, donc je suis devenu, je n'ai découvert l'université que comme enseignant, après avoir fait mon cursus de formation. Donc je vous rappelais ça pour juste... mais néanmoins, tout de même, j'ai une expérience pratique, comme dirait l'autre, puisque j'ai la chance d'avoir pas mal d'enfants et d'avoir eu des enfants scolarisés dans l'éducation prioritaire dans l'agglomération lilloise. Donc j'ai une expérience, et puis j'ai même, Sébastien le sait, une de mes filles qui est étudiante à l'ESP, puisque les profs stagiaires dans un collège éducation prioritaire pas très loin d'ici. Donc j'ai cette expérience pratique qui m'a un petit peu nourri lorsque je me suis occupé de la réforme du bac. Et aussi, comme directeur de Sciences Po, on en parlait tout à l'heure, j'ai mis en place il y a 11 ans un programme d'accompagnement d'élèves. Alors on appelle ça de façon imparfaite, programme de démocratisation ou d'égalité des chances, parce que les mots en France font florès, et qui nous permet aujourd'hui, qui me permet d'être en contact avec une cinquantaine de collèges des Hauts-de-France, et avec à peu près 80 lycées des Hauts-de-France, autour de l'accompagnement d'élèves vers l'enseignement supérieur. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que je vis pas du tout dans ces collèges, dans ces lycées, mais on a un contact régulier avec des profs, avec des élèves. Donc je pense que, disons que je ne méconnais pas complètement ce qui se passe dans le système du collège et du lycée. Et dans ce programme, nous parrainons aussi des lycées professionnels, ce qui est très important. Donc ça permet aussi d'avoir cette réflexion-là. Alors, juste pour expliquer un petit peu les choses, la mission qui m'avait été confiée il y a à peu près un an, c'était de faire des propositions s'agissant de la réorganisation du bac général et technologique, et ce faisant avec tout ce que ça pouvait induire sur l'organisation du lycée général et technologique. Je le dis tout de suite parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, la problématique du bac professionnel et de la réorganisation du lycée professionnel avait été confiée à une autre mission dont je ne me suis pas occupé, et c'était déjà tellement énorme de s'occuper des deux. Puis en plus, moi, le bac pro, pour le coup, très honnêtement, je connais pas très bien en fait l'organisation du lycée professionnel, donc ça ne m'avait pas choqué du tout qu'on ne me confie pas cette mission. Donc il s'agissait à l'époque, donc à la demande du ministre Blanquer, de réfléchir à la réorganisation du bac. Alors, en fait, sur une base très très légère, en réalité, c'était quelques lignes dans le livre que Emmanuel Macron avait écrit, ou que certains avaient écrit pour lui d'ailleurs probablement, qui s'appelle Révolution, et qui était son livre programmatique quand il était candidat à la présidentielle. Et dans ce livre, il y avait quelques très modestes éléments. En gros, c'était nous irons vers une réforme du baccalauréat qui s'accompagnera de la prise en compte du contrôle continu et de la réduction du nombre d'épreuves finales. À 4, avait-il dit d'ailleurs, et finalement on n'a pas fait 4, on a réussi à contourner un peu. Et donc c'est sur cette base-là en fait que j'avais été missionné par le ministre, tout en lui précisant moi que j'acceptais la mission et que à la condition de pouvoir dire ce que je voulais et de faire les propositions les plus disruptives possibles, pour reprendre une expression qui a fait florès l'année dernière dans la bouche d'Emmanuel Macron. Alors, au point de départ de tout cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs constats en fait. D'abord le constat, mais alors je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance du système, donc je m'excuse pour ceux qui le connaissent bien, peut-être de dire des choses qui peuvent apparaître banales, mais comme il y a aussi des étudiants dans la salle, je pense que ça peut être intéressant. Bon, peut-être que vous le savez, mais c'est que évidemment on a assisté au long des années, et notamment depuis 1985, à une augmentation très très forte du nombre d'élèves qui passent et obtiennent le baccalauréat. Je m'en tiens juste en 1985, parce qu'en fait c'est l'année où j'ai eu mon bac. Péniblement d'ailleurs, mais en fait en 1985, c'était 29% d'une classe d'âge qui obtenait le bac, tout bac confondu, 29% en 1985, et à l'époque le taux de réussite au bac était d'à peu près 66%, 2/3. 2/3 réussissaient le bac, et au total ça représentait 29% des jeunes qui avaient 18 ans ou 17 ans à l'époque. D'accord ? En 1995, 10 ans après seulement, on était à 62% d'une classe d'âge qui réussissait le bac. Donc on a eu plus qu'un doublement
du nombre de bacheliers en 10 ans. Donc vous imaginez le choc dans tous les sens du terme que ça a pu représenter, et notamment, et je pense que Sylvie Plain le sait mieux que moi, le choc que ça a pu continuer pour les profs de lycée, qui ont été confrontés à un public qui avait déjà très fortement changé. Toutes choses égales par ailleurs, c'est le choc, entre guillemets, que connaît l'université depuis une quinzaine d'années avec l'accueil d'étudiants dont les caractéristiques ont fondamentalement changé. Bon, vous imaginez. Bien sûr, dans cette période-là, création du bac pro, qui s'ajoute au bac général et au bac technologique, d'accord, donc 3 baccalauréats. Et donc ce qu'on appelle dans le jargon peut-être des sciences de l'éducation, la démographisation du baccalauréat. Aujourd'hui, on est en France à peu près à presque 80% de réussite, d'une classe d'âge en France qui obtient le bac, et un taux de réussite au bac d'à peu près 90%. Un peu moins au bac professionnel, un peu plus au bac général, mais à peu près 90%. Alors attention, il ne faut pas dire que le bac est devenu universel. 80% d'une classe d'âge qui réussit le baccalauréat, ça veut quand même dire que 20% ne le réussit pas, et dans ces 20%, 25% de garçons. Donc en France, aujourd'hui, 25% des garçons d'une classe d'âge n'obtient pas le bac, n'a pas le bac. Alors ça veut pas dire ne le rate, mais à arrêter avant, à décrocher, etc., etc. Mais bon, mais on tend vers une forme d'universalisation du bac. En quelque sorte, c'est devenu un diplôme ou un examen que beaucoup de gens réussissent. Avec 3 bacs, vous le savez, et c'est vrai que quand on regarde de manière plus précise, l'augmentation des taux de réussite sur une classe d'âge au bac, dans les dernières années, c'est plutôt fait grâce au bac professionnel. En nombre, notamment les bacheliers généraux, ça progresse plutôt lentement. Bac techno, ça stagne. Et c'est plutôt le bac pro qui a permis d'arriver aux fameux 80% d'une classe d'âge qu'avait, vous vous rappelez peut-être pour les plus anciens présents, au moins un là-bas, d'arriver à 80% d'une classe d'âge. C'était une espèce de projet politique qui avait été proposé par Jean-Pierre Chevènement au début des années 80. Voilà. Donc vous imaginez les effets que cela a entre 1808, invention du bac en France, qui à l'époque ne se passe qu'à l'oral, il n'y a que des épreuves orales au bac en 1808, quelques centaines de candidats, et aujourd'hui des centaines de milliers de lauréats du baccalauréat. Et ça a eu notamment comme conséquence qu'on pourrait, moi ce que j'appelle volontiers une forme d'embolisation de l'organisation du bac. Vous avez aujourd'hui à peu près 4 millions de copies, près de 3000 sujets par an qui sont fabriqués, préparés pour organiser le bac, vous imaginez. Le mois de juin, le fameux mois de juin qui est perdu par pertes et profits, notamment pour les élèves de seconde et de première qui sont invités à rester chez eux, d'ailleurs à leur plus grande joie. En moyenne 10 épreuves finales que l'on passe au mois de juin. Et pour le dire autrement, moi dans la mission que j'ai menée, j'ai découvert, je savais bien que le lycée était très fortement occupé par l'organisation du bac, mais on m'a raconté que souvent, dans les rectorats, dans les lycées, à partir du mois de mars, on était extraordinairement occupé par l'organisation de ce grand moment républicain du mois de juin, tout cela pour finalement des résultats qui étaient très massivement réussis. Donc vous voyez, pour moi, il y avait un écart entre ce que ça représente en termes de complexité d'organisation, en termes d'embolisation du système éducatif, pour finalement un examen que presque tout le monde réussit. De manière provocatrice, j'aurais tendance à dire c'est tellement lourd que si au moins plein d'élèves le rataient, ça aurait du sens. Mais là, quelque part, c'est plus un rite de passage pour beaucoup d'élèves que quelque chose qui les empêcherait de poursuivre leur cursus. Ensuite, autre élément, juste pour rappel, je pense pour vous, le bac, c'est 2 choses en même temps. C'est le diplôme de fin d'études secondaires, c'est ce qui sanctionne la fin des études secondaires, et en même temps, vous le savez sans doute, c'est le premier titre de l'enseignement supérieur. Cela n'a pas été remis en cause à chaque fois qu'il y a eu des réformes importantes du bac. Ça n'a jamais été remis en cause. Et notamment, je veux dire par là que quand on a inventé, sous le général de Gaulle, le bac technologique, ou quand on a inventé le bac professionnel, l'idée que ces nouveaux bacs puissent être réservés à certains débouchés de l'enseignement supérieur n'a pas été retenue. On aurait pu imaginer, et pour votre information, et je pense que les historiens de l'éducation présents le savent, au moment de la création du bac techno en 63 et des IUT, la question est posée au général de Gaulle. Est-ce que ce nouveau bac, on lui donne un caractère universel, c'est-à-dire est-ce qu'on va permettre aux jeunes qui vont l'obtenir de pouvoir ensuite aller où ils veulent dans l'enseignement supérieur, ou est-ce qu'on cible uniquement sur les IUT? Et à l'époque, l'arbitrage
C'est un nouveau bac, mais il est universel comme le bac général. Et on va faire pareil pour le bac pro. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas théoriquement, mais c'est aussi vrai pratiquement pour quelques cas, notamment de bac pro, le lauréat du baccalauréat, qu'il s'agisse d'un bac S ou d'un bac professionnel très particulier, peut juridiquement avoir accès à toutes les filières de l'enseignement supérieur, théoriquement. D'accord ? Et dans la mission qui m'a été confiée, cette question n'a pas été posée. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé de faire des propositions sur le nouveau bac qui auraient comme conséquence que, par exemple, le bac technologique serait amené à ne plus pouvoir conduire, par exemple, à une licence. Hein. On est resté sur le caractère universel de ces 3 bacs. Donc les 3 bacs continuent à avoir cette double identité, diplôme de fin d'études secondaires et premier titre de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a le bac, quel que soit ce bac, sur la fameuse application Parcoursup, on peut faire n'importe quel type de vœux, y compris des vœux un peu incongrus par rapport au bac qu'on a pu suivre et aux vœux qu'on peut exprimer. Alors, l'autre enjeu, enfin l'autre problème qui, me semble-t-il, était important, et pour moi d'ailleurs était décisif, et c'est largement pour ça que j'avais accepté de faire cette mission, c'est que moi il m'apparaissait depuis longtemps que le bac et le lycée étaient trop déconnectés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, en gros, ça apparaissait dans le rapport que j'ai rédigé, je l'ai écrit comme ça, que le bac et le lycée apparaissent trop encore comme la fin de l'histoire. Pour beaucoup de jeunes, ça se traduit notamment par une insuffisante préparation à ce qui se passe après le bac, qui est pour beaucoup de jeunes, notamment des catégories populaires, considérée encore aujourd'hui comme une forme d'Himalaya. Donc la montagne est tellement haute qu'on n'a pas tendance à se préparer à ce qui se passe derrière. On se dit, bon, bah déjà, il faut que je monte la montagne, alors qu'en réalité, aujourd'hui, pour la plupart des jeunes qui arrivent en terminale, c'est pas l'Himalaya, c'est un mont des Puy-de-Dôme, c'est même peut-être le mont des Cas, hein, c'est quand même pas très élevé. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne se mettent pas en situation de se préparer à ce qui se passe après. Le système du lycée aussi, il faut le dire, est très inégal dans la manière dont il accompagne les jeunes dans l'enseignement supérieur. Très inégal, avec beaucoup de trous dans la raquette et avec des mécanismes qui ont tendance, de mon point de vue, à accentuer les inégalités sociales. Les lycées de centre-ville, les lycées privés sont plutôt, efficaces parce que les parents mettent la pression. Les parents de milieux aisés ou les sachants, notamment les profs, savent se retrouver dans la complexité de Parcoursup et de l'enseignement supérieur. Malheureusement, pour toute catégorie sociale, la très bonne nouvelle qui consiste à avoir réussi à aller jusqu'à un bac général est souvent ensuite atténuée par le fait qu'on a beaucoup de mal à se repérer par rapport à ce qui est possible de faire dans l'enseignement supérieur, alors même que, vous le savez sans doute, sur Parcoursup, il y a aujourd'hui 13 000 formations qui sont proposées. 13 000. D'accord, donc il faut avoir presque un doctorat en Parcoursup pour arriver à comprendre comment ça se passe. Mais ça va être probablement un petit peu allégé. Donc moi, l'idée que j'avais, c'était... Alors, j'ajoute, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, quand on obtient le bac, les notes, les résultats qu'on obtient dans le cadre du baccalauréat ne comptent pas dans l'orientation d'enseignement supérieur. Un élève qui fait un dossier pour aller en classe préparatoire, un élève qui fait un dossier pour aller en BTS, en IUT ou en première année de licence sur Parcoursup, ces notes, les résultats qu'il obtient dans le cadre du baccalauréat ne comptent pas. Le bac ne sert qu'à confirmer a posteriori une admission. Vous êtes pris en prépa au lycée Faidherbe de Lille, vous êtes pris en première année de licence de PACES en santé, vous êtes pris en IUT. Le bac, que vous l'ayez à 10,01 au rattrapage ou que vous l'ayez à 20,5, parce qu'en France, vous savez qu'on a trouvé cette capacité formidable à avoir le bac à plus de 20. J'espère que ça va être supprimé avec la réforme. C'est simplement ce qui vous permet d'entériner une décision d'affectation qui a été prise sans prise en compte du bac. Sauf peut-être un petit peu des notes du bac de français. Mais sinon, c'est sur la base des bulletins. Voilà. Donc, ça paraît un peu fou, c'est mon analyse un peu subjective, de se dire cela. Le bac est le diplôme qui mène à l'enseignement supérieur, mais les résultats du bac ne comptent pas dans l'orientation vers l'enseignement supérieur. Ce qui est quand même, pour moi, un petit souci. Ensuite, le bac... de mon point de vue, quand j'ai fait mon analyse avant de me lancer, de plonger dans la piscine avec quelques caïmans dans l'eau, pas mal d'ailleurs, c'était de se dire, dans le bac, il n'y a pas assez, enfin on pourrait en parler, mais il
n'y a pas assez l'oral, les élèves ne sont pas assez évalués sur l'oralité, je trouve, en dehors bien sûr du français, des langues, et encore, on pourra en discuter, mais bon, c'est fait de manière un peu particulière, notamment les langues. Aussi, le bac, c'est uniquement des épreuves finales. Dans le système actuel, c'est uniquement des épreuves finales. Il y a des parents dans la salle et il y a aussi des gens qui ont passé le bac il n'y a pas très longtemps. Il y a un côté un peu sprint. Il y a beaucoup d'élèves, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, qui accélèrent au mois de mai brutalement, qui préparent les épreuves et qui, s'ils repassaient le bac 15 jours après l'avoir eu, à mon avis, ne l'auraient pas parce qu'ils ont tout oublié. Donc je trouve qu'en termes si vous voulez, lorsqu'on appelle sous une formule un peu de bachotage, moi ça me paraît un peu décevant. Ça favorise aussi des élèves qui ont la chance de pouvoir être coachés, qui ont la chance de pouvoir aller sonner à la porte de Academia, des cours Legendre, de toute cette marchandisation du système. Et en revanche, c'est pas très favorable à des élèves qui sont plus laborieux, pas au sens péjoratif, qui ont besoin de temps, etc. Bon, donc vous voyez, je suis en train de tracer à grands traits les petites idées qui m'ont guidé. Alors, ça a donné quoi au final? Enfin, ça a donné quoi? Oui, ça va donner quoi? Parce que finalement, les propositions que j'avais faites, s'agissant du bac, elles ont pratiquement, enfin, dans leur plus grande part, elles ont été retenues. S'agissant du lycée, un peu moins. Parce que, évidemment, une fois qu'on a agi sur le bac, l'idée, bien sûr, c'est de réformer le lycée qui conduit au bac. Donc de commencer par la fin, mais ensuite de reconstituer la pelote. Donc l'idée que ça conduit à quoi concrètement? Ça conduit à ce que, à partir de 2021, mais en fait pour les élèves qui vont passer le français en première en 2020, dans pas très longtemps, ça va être un bac qui va être donc le bac général et technologique, qui va reposer pour 60% sur des épreuves finales, terminales. D'accord. Alors, 2 en première, français à l'écrit, à l'oral. Là, il n'y a pas eu de changement majeur, sauf probablement sur le type d'épreuve. Mais ça, je pense que Sylvie Plante, en fait, s'y connaît beaucoup plus que moi. Mais le type d'épreuve qui va être exigé en termes de préparation par les jeunes, et ça, c'est une demande notamment des collègues profs de lettres, voilà. Et donc ces 2 épreuves-là, oral et écrit de français, compteront pour 10% de la note du résultat total du bac. 10%. Ok. Ensuite, toujours sur les épreuves terminales, il y aura 2 épreuves qu'on appelle de spécialité, donc 2 matières que les élèves auront choisies en première puis en terminale, pour lesquelles il y aura un volume horaire relativement important. Ces 2 matières de spécialité, je pourrais vous donner des exemples après si vous le souhaitez, parce que il y a à la fois là des matières classiques et il y en a des originales, je donnerai des exemples après, qui posent un certain nombre de problèmes de frontières assez amusants à observer en termes de gestion du changement. Mais donc, par exemple, allez, je vais prendre le truc très classique, maths physique, ou SES langue, voilà. Donc 2 épreuves de spécialité que les élèves passeront au retour des vacances de Pâques de l'année de terminale. Au retour des vacances de Pâques de l'année de terminale. Ces 2 épreuves compteront 30% du bac, du total du bac, 15 et 15. 30%, ok. Et puis, à la fin du mois de juin, alors quand on dit la fin du mois de juin, oui, et moi, j'ai critiqué tout à l'heure le fait que le mois de juin était embolisé. Quand j'ai commencé à discuter avec la direction des concours et des examens du ministère, que j'ai auditionné dans le cadre de ma mission, c'était passionnant, parce que je leur ai dit, bon, moi je veux qu'on regagne le mois de juin. Je veux que les élèves puissent continuer à bosser au mois de juin, y compris les élèves de terminale. Ouais, mais on m'a dit, mais cher monsieur, si au mois de juin, il y a une épreuve de philosophie et le fameux grand oral, il faut quand même l'organiser, il y a quand même 600 000 personnes qui vont le passer, donc moi j'aurais demandé par exemple de me modéliser le temps que ça prendrait pour faire passer tous les élèves au grand oral. Et le nombre de profs que ça mobiliserait, et tout de suite je me suis rendu compte, soyons réalistes, que probablement les lycées au 15 juin, ils s'arrêteront. Parce qu'il faudra faire passer la philo, il faudra faire passer le grand oral. Et d'ailleurs, malheureusement, ça a eu pour conséquence aussi que moi je voulais un grand O qui dure une demi-heure, et il fera 20 minutes. Voilà, vous avez compris pourquoi. 20 minutes à la place d'une demi-heure, ça fait gagner du temps en termes de rotation des élèves qui vont passer. Parce que voilà, on a tellement d'élèves qui passent le bac
que pour faire passer une épreuve orale universelle à tous les élèves du bac général et technologique, eh ben, ça suppose d'avoir des épreuves de 20 minutes, et ça suppose de n'avoir dans les jurys que 2 profs. Parce que si on faisait comme en Italie, où ils ont une épreuve qui s'appelle le colloquio, où il y a 6 profs dans le jury, vous imaginez, s'il fallait 6 profs fois 500 000, alors c'était passionnant à faire, hein, les collègues du ministère me faisaient des équations, ils comptaient. Ils me disaient, voilà, ça va prendre tant de jours. Voilà, mais donc on aura probablement, donc fin juin, philo et grand oral, qui compteront 10 et 10. Donc je répète, 10% le français, 30% les 2 épreuves de spécialité au retour des vacances de Pâques, 10% et 10% les 2 épreuves de philosophie et grand oral. D'accord ? Bon, après, je pourrais revenir sur l'organisation de ces épreuves si vous le souhaitez. Il manque 40% si vous savez compter. Alors les 40%, ça va être, bon là, c'est 30% des épreuves de contrôle continu et 10% la prise en compte des bulletins scolaires. La prise en compte des bulletins scolaires, dont le bulletin du dernier trimestre de l'année de terminale. Ce qui sera une manière un peu sioux de lutter contre l'absentéisme chronique des élèves à partir du mois de mai, puisqu'ils se préparent au bac, puis ils sprintent. Donc ils restent chez eux pour apprendre à toute vitesse ce qui va leur permettre d'obtenir le bac. D'accord, 10% donc les bulletins de première et de terminale, et puis 30% donc le contrôle continu. Alors s'agissant du contrôle continu, à quoi on sait, enfin, quel a été le problème ? D'ailleurs pour les bulletins aussi, ça ne va pas vous surprendre. La question c'est, le bac est un diplôme national à valeur universelle. Le bac est le même pour tous. Bon, on sait bien que ce n'est pas le cas. Les études docimologiques montrent bien que c'est une illusion de penser que tous les élèves sont notés partout pareil par des profs différents. Enfin, vous voyez, les profs sont différents, les élèves sont différents, les territoires sont différents. On sait bien que le bac n'est pas noté de la même manière selon les académies, selon les disciplines, selon les profs, etc. Sauf qu'il y a quand même cette attention en France de tout le monde, hein, les parents d'élèves, les profs, les élèves que j'ai rencontrés, à ce caractère universel. Ce qui va conduire probablement à des épreuves de contrôle continu universalisées. Ça ne va pas faciliter les choses sur le plan de la logistique, hein. Voilà, donc on va organiser des épreuves en janvier et en avril de première et en décembre de terminale qui porteront sur les matières du tronc commun, c'est-à-dire pas sur les spécialités, mais sur les matières que les élèves ne passeront pas en épreuve finale du bac. D'accord ? Voilà, donc, alors ça sera corrigé, je ne rentre pas dans les détails, mais les sujets seront fabriqués au niveau national, il y aura des banques nationales de sujets, les élèves seront corrigés, soit de manière anonyme, soit par un prof qui n'est pas le leur. Parce que le problème, c'est que ça dépend des lycées. Vous voyez, idéalement, on aurait pu imaginer que les copies circulent entre lycées pour préserver justement l'anonymat. Le problème, c'est que quand vous êtes à Lille et que vous avez 7-8 lycées entre le privé et le public, vous pouvez peut-être faire ce turnover. Quand vous êtes dans une ville moyenne où il y a un seul lycée, vous ne pouvez pas. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué à imaginer. Donc après, il faut peut-être anonymiser les copies. Les anonymiser, je ne sais pas s'il y a des chefs d'établissement dans la salle, mais c'est du boulot d'anonymisation. Il faut avoir les codes barres, enfin je passe les détails. Donc l'attention que moi j'avais, et je crois qu'a le ministère actuellement, c'est de faire en sorte que ces épreuves de contrôle continu si vous voulez, que le temps qu'on va gagner au mois de juin, on le perde en alourdissant les choses au mois de janvier, en première, etc. Moi j'étais pour un modèle très souple, où on laissait les chefs d'établissement organiser les contrôles continus comme ils l'entendaient, éventuellement le mercredi après-midi, mais il semble qu'il y ait quand même, disons, un naturel qui revient vite au galop. Vous voyez, oulala, il faut faire ça tout le monde au même moment, etc., parce que ce ne serait pas égalitaire, mais c'est un vrai souci. Les bulletins, c'est important aussi. Les bulletins, de prendre en compte les bulletins, moi je trouve que c'est intéressant, ça valorise le travail dans la durée, ça valorise la progression des élèves, le contrôle continu aussi à mon avis, hein. Là encore, on s'est heurté à des remarques, d'ailleurs à front renversé. Pour vous citer une anecdote amusante, c'est que c'était par exemple les associations de profs de classe prépa parisienne qui étaient contre ça, parce qu'ils m'expliquaient que comme évidemment, entre guillemets, dans les lycées de périphérie, les profs notent mieux les élèves, mettent des meilleures notes aux élèves, le jour où ces élèves-là éventuellement seraient candidats pour aller en classe prépa à Louis-le-Grand ou à Henri IV, ils auraient des meilleures moyennes et des meilleurs bulletins que les élèves des lycées parisiens, qui eux, toujours entre guillemets, sont notés plus sévèrement. Vous voyez, donc c'était à front renversé, parce que moi je trouvais qu'effectivement, prendre en compte beaucoup plus les bulletins,
c'était en fait, ça permettait probablement d'égaliser les conditions entre les élèves des lycées de périphérie et les élèves de centre-ville. Et là, on a eu une mobilisation, vous savez, de ces groupes liés aux classes préparatoires, qui sont quand même des groupes très influents en France, et qui ont très vite peur que le niveau baisse. Alors, donc, on est là-dessus. Alors, bien sûr, je dois en dire un mot, parce que j'ai fait un peu le teaser juste avant. Ça implique une réorganisation du lycée. L'idée était ou est que le point final, c'est-à-dire les épreuves qui permettent d'obtenir le bac, déterminent ou légitiment une organisation de ce qui est en amont de cela. On remonte vers le début du lycée en disant voilà comment se passent maintenant les épreuves, voilà comment on va obtenir le baccalauréat. Ça légitime de réorganiser le lycée qui conduit à ce baccalauréat, pour aller vite. Bon. Donc, pour moi, la réflexion était la suivante. Bon, après, vous savez, il y a un rapport, il y a un arbitrage du ministre, puis ensuite, il y a la machine qui se met en route. Je rappelle juste aux personnes présentes que l'éducation nationale, c'est 1,1 million de salariés. Donc, il y a un rythme de l'éducation nationale qui n'est pas véritablement le rythme de Usain Bolt gagnant le 100 mètres. Mais c'est normal, il y a du monde. Bon. Et c'est lourd à gérer. Donc l'idée que moi j'avais, mais qui globalement a été retenue, même si le diable se niche dans les détails, comme on dit, c'est de penser au moins la première et la terminale en 3 unités. Parce que moi j'avais en tête un peu de m'indexer sur le SUP, pour bien préparer au SUP. Donc d'avoir 3 unités de formation, et même j'avais proposé dans mon rapport, ça n'a pas été retenu, parce que pour le coup, c'était très disruptif pour les profs de semestrialiser le lycée. J'avais complètement oublié que ça posait des problèmes sur ce qu'on appelle les ORS, etc., auxquels les profs sont très attachés, je ne sais pas pourquoi, mais bon, passons, donc on est resté au trimestre. Donc, 3 unités pour aller vite. Une unité, moi, à laquelle je tiens beaucoup, et pour moi elle est essentielle, et c'est quand même aujourd'hui assez défaillant, c'est une unité d'accompagnement vers l'enseignement supérieur. Alors, vous allez me dire, ça existe peut-être au travers de l'AP, au lycée, mais tout le monde sait que l'AP a, disons, des usages très divers. Les heures d'AP, il y a des gens qui étaient au lycée il n'y a pas longtemps, je pense ici, c'était souvent le prof qui rattrapait le programme dans sa discipline, alors que l'esprit de l'AP, la circulaire sur l'AP est très bien faite, elle est très complète, un peu irréaliste, c'était aussi des heures destinées à faire de l'orientation, alors ce qui se passe dans certains endroits. Et là, l'idée, c'est qu'il y ait 54 heures, il y aura 54 heures par an. On a mis ça plutôt qu'1 heure et demie par semaine pour laisser une souplesse. 54 heures par an qui seront dédiées à ça, en première et en terminale. Pour moi, c'est essentiel. Si on veut réussir ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment pour les jeunes des milieux les plus populaires, il faut que ces 54 heures, elles soient vraiment des heures de préparation et d'information sur ce qui se passe après le bac. D'accord ? Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Moi, dans les propositions que j'ai faites, par exemple, ça peut vous paraître étonnant, mais de se dire, ça serait bien qu'un prof de droit ou un prof de médecine ou un étudiant, un doctorant, vienne faire un vrai faux cours à des lycéens de terminale pour que les gamins se rendent compte de ce que c'est qu'un cours de psycho, qu'un cours... Voilà, parce que je fais toujours de parenthèses quand je fais des conférences, mais je vous donne juste quand même un chiffre, enfin un ou 2 chiffres, juste pour vous situer où on en est dans le système français en termes de problématiques. C'est que sur les à peu près 6 millions de vœux Parcoursup qui ont été faits cette année, 6 millions, vous n'avez que 32% de vœux qui ont été faits pour les premières années de licence. Ok ? Puisqu'on est ici avec le patron de l'ESP, et qu'une des problématiques, c'est le vivier d'étudiants qui se préparent ou qui se destinent à passer les concours pour devenir prof. 32% seulement des jeunes indiquent des vœux Parcoursup vers des premières années de licence. D'accord ? Et il n'est pas sûr que dans ces vœux-là, ce soit leur premier vœu. Ça, on ne le sait pas, puisque Parcoursup, il n'y a plus de vœux fléchés. D'accord ? C'est souvent aussi les élèves qui ont mis 5 vœux sélectifs et 1 vœu en licence, parce que leur prof leur a dit « Fais gaffe, tu peux très bien ne pas être pris dans tes 5 vœux sélectifs type IUT, donc mets un vœu de licence pour sécuriser. » Donc, ce qui fait qu'après, dans les amphis de première année, le prof ne sait pas trop, face à lui, s'il a des gens qui voulaient vraiment venir là et qui sont contents d'être là, ou des gens qui sont là parce qu'ils ont été refusés dans toutes les filières sélectives où ils voulaient aller. Donc en termes de motivation, c'est un peu la catastrophe. Et sur ces 32% de vœux pour des premières années de licence, la moitié de ces vœux, c'est pour 4 licences. PACES, première année de santé,
psycho, STAPS et droit. Hein? Et pour les collègues enseignants présents, il vous aura pas échappé que ces 4 vœux correspondent à des matières qui ne sont pas enseignées au lycée. Ou presque pas. Hein, parce que le EPS, EPS c'est pas STAPS. SVT c'est pas psycho, un petit peu. Il y a des DGEMC pour ceux qui ont fait un bac L. Il y a l'option DGEMC, vous le connaissez, mais sinon, c'est quand même, ça interpelle hein, que ces élèves-là, massivement, font des vœux vers les filières universitaires dont ils ne connaissent pas de façon précise et intime de quoi il s'agit. Vous voyez, donc dans ces 54 heures, il y a cette idée-là, de dire, voilà, on demande à un doctorant en psycho de venir faire un cours de psychologie générale de première année, info pendant 1 heure, puis après de répondre aux questions. Moi, je suis sûr, mais sûr, que si on le fait de manière un petit peu industrialisée, avec les visioconférences aussi, pour les problèmes des lycées qui sont un peu éloignés, moi je suis sûr que d'un côté, ça va conforter des choix, des élèves vont se dire, c'est vraiment ça que je veux faire, et d'autres vont se dire, mais oh là là, mais je pensais que STAPS c'était regarder des matchs de foot de la Ligue des Champions, ben non, STAPS c'est pas ça, c'est autre chose, je pensais que le droit c'était comprendre, ben non, le droit c'est le droit des obligations, oui, et je suis convaincu que ça peut... donner beaucoup plus de sens aux vœux que les élèves vont réaliser, et notamment aux vœux des élèves des milieux les plus modestes qui n'ont qu'une connaissance que très théorique de tout ça. D'accord ? Et bien entendu là-dessus, il y a aussi de faire des vrais faux cours d'amphi, parce que dans les problèmes d'échec dans l'enseignement supérieur, en dehors du fait que les élèves découvrent que ce qu'ils voulaient faire ne correspond pas à ce qu'ils pensaient, mais il y a aussi, on le sait bien, on a quand même enseigné dans le sup, les élèves en première année, ils ne sont pas du tout habitués. Moi j'enseignais en fac de droit, hein, j'avais 500 élèves devant moi. Les élèves arrivaient, et pourtant c'était il y a 20 ans, ça a changé en plus encore. Hein. Les élèves ne savaient pas prendre de notes en cours. Dès que vous parliez un peu vite, ils étaient et donc ils votaient avec leurs pieds. Ils sortaient petit à petit du jeu. Vous aviez cours, pas d'obligation d'assiduité. Hein, les parents ne reçoivent plus de SMS parce que le gamin est en retard. Donc, quand il neige et qu'il y a cours à 8h le matin, voilà. Et il y a tout ça qui se joue et qui fait quand même qu'au total, 60% des élèves qui s'inscrivent en première année de licence ne valident pas cette première année de licence. D'accord ? Alors je veux bien qu'on dise oui, mais ça leur permet de découvrir l'enseignement supérieur. Oui, ok, c'est quand même déjà une forme d'échec. Et quand on dit 60%, c'est beaucoup plus que 60% pour les boursiers échelon 6 et 7. Donc les gamins des milieux les plus modestes. D'accord ? Et c'est quand même un problème ça. Et ça se joue au lycée pour moi. Ça veut dire aussi que les profs de lycée doivent s'approprier beaucoup plus l'enjeu de l'information sur l'orientation. Bien sûr, il y a les psy-EN, mais ils ne sont pas assez nombreux. Les profs ont ce rôle un peu, vous savez, cercle des poètes disparus, de donner de l'information aux jeunes, et les profs sont écoutés par leurs élèves. Voilà, donc il y a cet enjeu-là aussi qui se pose. Moi, je considère que les profs doivent, beaucoup plus qu'aujourd'hui, être des vecteurs d'information sur l'orientation dans l'enseignement supérieur. Bon. Après, ça pose des questions de formation des profs à cela, etc. etc. Bon. Il y a ça, c'est la première unité. Il y a une unité du tronc commun. Il y a un tronc commun de formation pour tous les élèves. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que les élèves, tous les élèves, les lycéens, c'est aussi de futurs citoyens. Le lycée, c'est pas simplement un lycée adéquationniste dont l'objectif ce serait de préparer des gamins ensuite à faire des BTS ou des IUT pour être embauchés 2 ans après sur des besoins économiques ponctuels, alors que 5 ans après, les besoins économiques en question auront disparu. Le lycée, c'est aussi former les honnêtes hommes qui seront les citoyens de demain, ou les honnêtes femmes, pardon. C'est plus fréquent. Et donc, c'est ça l'idée. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut un tronc commun de formation pour l'ensemble des élèves. D'accord ? Donc, ça sera 18 heures par semaine. D'accord ? Hein, donc, français en première, philo en terminale, les langues, l'EPS, le sport, enfin, éducation physique et sportive, l'histoire géo, notamment. Et puis, il y a au milieu ce que moi j'appelais dans mon rapport l'unité de spécialité. C'est-à-dire ces fameux vœux que les élèves vont exprimer en seconde, 3 cours en première, 2 en terminale, pris parmi les 3. D'accord ? Donc là, l'idée, alors bien sûr, ça va dépendre beaucoup de la réussite de l'information sur l'orientation, de l'évolution de Parcoursup, etc., par rapport à ce qu'on appelle les attendus. L'idée, c'est que les élèves choisissent ce qui les intéresse. Vraiment, aujourd'hui, quand on interroge les bacheliers S, près de 50% d'entre eux disent qu'ils n'ont aucune intention de faire des études scientifiques et qui font S parce que, souvent papa-maman m'a dit de faire S, et parce que S ne coupe pas de tout ce qui peut se faire après. Beaucoup d'élèves qui font ES, enfin un certain nombre, ne pouvaient pas faire S. Beaucoup de ceux qui font L ne pouvaient pas faire ES. Beaucoup de ceux qui font STMG ne pouvaient pas faire L. Donc on est dans un système quand même de la frustration relative à tous les étages. D'accord, hein ?
Sans parler des profs agrégés qui se disent mais qu'est-ce que j'ai comme élève devant moi. Donc en fait, on a quand même dans un système waouh, où le bonheur et la joie n'est pas partagé partout. Bon, donc l'idée quand même, c'est que les élèves puissent faire 3 vœux de spécialité en première, enfin à la fin de la seconde, qui soient pour moi déconnectés encore de Parcoursup. Il s'agit de ne pas être utilitariste. J'aime bien les maths, j'aime bien les SES, et puis j'aime bien les langues. Eh ben, je fais ces 3 trucs-là sans me dire aïe 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 aïe, ça va m'empêcher d'aller ici ou d'aller là. La condition pour que ça marche, c'est que les attendus du SUP soient des attendus généralistes. D'accord ? Parce que sinon, le risque majeur, et on est d'accord avec Sylvie, on en a parlé, le risque majeur, c'est de décaler l'orientation en seconde. Parce que là, les parents vont dire à leur gamin, si tu te fais trop plaisir en choisissant des trucs qui t'intéressent, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Après, tu ne vas pas pouvoir aller à Henri IV ou à Louis-le-Grand, c'est quand même un drame national, voire mondial. Donc, on en est là. Il faut réussir ça. Donc, 3 spécialités en première, puis 2 parmi les 3 en terminale. Et ces 2, on les passe en épreuve de spécialité au bac. Ça pose plein de problèmes d'organisation des lycées. Le ministre a tranché, j'ai un peu poussé pour qu'il n'y ait pas de bouquet de spécialités. Parce que sinon, vous savez ce qui va se passer. Dans les lycées, les proviseurs, en accord avec la salle des profs, vont dire alors, il y a un bouquet maths, physique, SVT, il y a un bouquet langue, SES, machin, et on reconstitue non pas SES et L, mais carrément on reconstitue ABCDEF que certains ont connu dans la salle. Donc ça va pas, il faut laisser la possibilité aux élèves, mais c'est vrai, je reconnais complètement, j'ai débattu avec des profs jeudi, des profs d'un lycée, ça pose des problèmes d'organisation, d'emploi du temps, etc. etc. Dans ces, j'ai bientôt fini, juste, dans ces spécialités, en fait, il y en a qui sont des spécialités, on va dire, classiques, allez, maths, physique, chimie, SVT. Bon, hein, voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Mais on a pensé important d'abord de valoriser une autre spécialité autour du numérique, qui aujourd'hui n'existe qu'en option au lycée. Mais c'est pas possible. On peut pas en 2019, 2021, et en pensant que éventuellement cette réforme elle va fonctionner pendant 30 ans, dans une société du numérique, faire que le numérique il n'est qu'en option. Donc le numérique va devenir une spécialité proposée aux élèves, plus une option mais une spécialité. C'est vrai que ça peut poser pas mal de questions RH, parce qu'en fait on ne sait pas combien d'élèves vont demander cette spécialité. Et vous savez, on a un problème d'effectif et de recrutement de profs pour les sciences du numérique, parce que souvent ce sont des profs de maths, certifiés numériques. Comme on a un énorme problème de recrutement de profs de maths, évidemment, il n'est pas impossible qu'on ait un déport des profs de maths vers les sciences du numérique, parce qu'ils vont se dire bah, c'est une manière de revaloriser ou de redonner du sens au métier qu'on fait, de se remotiver dans notre métier, hop, avec le risque d'une espèce de jachère en prof de maths. Donc c'est un souci, mais bon, il fallait le faire, il fallait mettre une spécialité autour du numérique. Et puis on a inventé, on va dire, 2 spécialités nouvelles. L'une qui s'appelle Humanité, littérature et philosophie. Humanité, littérature et philosophie. Et une autre qui va s'appeler, ça c'est moi, c'est de ma faute, Histoire, géopolitique et sciences politiques. Alors, ces 2 nouvelles spécialités qui, à mon avis, intuitivement, vont avoir du succès. Eh bien, leur particularité, c'est qu'elles ont vocation à être partagées entre 2 voire 3 collègues de disciplines différentes. Oh là là, vous imaginez. C'est-à-dire, alors, histoire et SES pour l'une d'entre elles, et lettres, philo et langues anciennes pour l'autre. D'accord ? Donc d'abord, philo au passage, ça va permettre à certains élèves de commencer à faire un peu de philo en première. Quand même. Mais le pari n'est pas celui-là. Enfin, le pari ou la question, c'est discipline partagée. Discipline partagée. Donc ça renvoie ça, bien sûr, au fameux programme qui devrait sortir bientôt, pour lesquels je n'ai aucune information, hein, et à l'économie des programmes. Mais le pari qu'on fait, c'est de faire en sorte que des profs de disciplines différentes co-gèrent une matière, co-gèrent le programme, co-gèrent la manière dont ils enseignent. Et que je trouve, moi, ça a du sens de permettre cela. Hein. Notamment, bon, moi j'ai la chance d'enseigner dans un Sciences Po. Moi je suis prof de sciences politiques, on bosse en permanence avec des collègues de droit, d'économie, de sociologie, d'histoire. On a l'habitude de bosser ensemble, même de se partager des cours. Moi je fais un cours sur le fait religieux dans mon école en partenariat avec un collègue prof d'histoire.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant pour nous, pour les profs, et évidemment pour les élèves, même si, bien sûr, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est assez original, je trouve, en termes d'organisation. Et bien sûr, et je m'arrête là, il y a aussi des options qui sont proposées, des enseignements optionnels qui sont proposés aux élèves, qui continuent à être proposés aux élèves, notamment LV3, art, langue et culture de l'Antiquité, LCA. Et puis en terminale, on propose, les élèves pourront avoir une option supplémentaire. Donc DGEMC, pour ceux qui ont fait un bac L et qui l'ont suivi, devient une option proposée à tous les élèves du bac général. Et puis on crée 2 options, alors c'est un peu original aussi, maths expert et maths complémentaire. Alors là, maths expert, c'est pour les élèves qui veulent vraiment bouffer des maths à haute dose. S'ils veulent, ils peuvent, hein. Moi j'aurais pas fait, mais bon. Et maths complémentaire, ça c'est une proposition qu'on a faite, et l'idée est la suivante, hein. C'est notamment pour les élèves, moi je pense à un enjeu majeur, pour les élèves qui envisagent peut-être de devenir professeurs des écoles, qui sont, vous le savez, souvent des littéraires en France, dans des proportions énormes, ce qui pose des problèmes quand même d'acquisition d'une culture scientifique à l'école primaire, qui a des effets ensuite dans le système. Hein. Moi j'ai bossé avec Cédric Villani dans le cadre de la mission. Effectivement, Cédric, dans sa mission à lui, qui était sur l'enseignement des maths, etc., il avait dans la composition de sa mission des profs du primaire, hein, qui disaient il faut absolument que parmi nos collègues, il y ait plus qu'aujourd'hui des gens qui ont une culture scientifique minimale. Hein. Donc maths complémentaires, ça va être conçu comme ça. Ça va pas être maths pour les nuls, mais maths pour ceux qui ne sont pas des matheux, mais qui considèrent qu'il faut qu'ils aient une culture scientifique de base, s'ils veulent devenir par exemple professeurs des écoles, pour pouvoir déjà avoir le concours, et puis ensuite enseigner ce qui est quand même proposé à l'école primaire dans les disciplines scientifiques. Voilà. Alors qu'est-ce que j'aurais à vous dire de plus? Alors bien sûr, moi on est dans un moment là, qui est un moment de mise en œuvre d'une politique publique. Alors Sébastien l'a dit tout à l'heure, moi j'enseigne les politiques publiques et la décision publique. Donc je suis bien placé pour savoir que entre le moment où on acte une réforme et que donc évidemment on produit un document qui est un document très propre, très cadré, et le moment où on opérationnalise une réforme, hein, je sais pas moi, réforme des IUFM en SP, transformation ça prend du temps, il y a ce qu'on appelle des coûts d'ajustement, et il y a des choses clairement qu'on ne maîtrise pas complètement, et notamment les vœux des élèves pour les spécialités. Vous voyez, quand on s'est réunis, nous, au ministère, et qu'on s'est dit, par rapport à ces spécialités, comment les élèves vont-ils se répartir? En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas comment les élèves vont se répartir entre ces spécialités. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des actuels bacs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a tant d'élèves en S. Ces élèves-là, il y a des chances fortes qu'ils prennent maths, physique et éventuellement SES. Parce qu'on a des élèves, vous voyez, mais on ne sait pas. Donc il nous faut 1 an, voire 2 ans d'ajustement pour voir les conséquences que ça peut avoir, et aussi bien sûr par rapport à une SP, les conséquences que ça peut avoir en termes de recrutement de profs plus nombreux dans telle ou telle discipline, s'il s'avère que telle ou telle discipline a plus de succès qu'avant. Et évidemment, il ne faut pas se le cacher, que d'autres aient moins de succès qu'avant. Aussi, hein, en termes d'attractivité. Un dernier mot, puisqu'on m'accorde 1 minute de plus, un dernier mot sur le bac techno. Parce que j'ai beaucoup là parlé du bac général. En fait, quand j'ai commencé la mission, moi, intuitivement, je peux le dire, hein, moi, j'avais une préférence qui était en fait de fusionner les deux. Aussi pour redonner de la dignité au bac techno, parce que tout à l'heure, hein, je disais, ceux qui sont en S, hein, ES, ils voulaient faire S, L, ils voulaient faire ES. Vous savez bien aussi qu'en France, beaucoup d'élèves qui font un bac techno le font parce qu'ils n'ont pas été pris en bac général. Hein. Beaucoup d'élèves qui font un bac pro n'ont pas été pris en seconde GT à la fin de la 3e, ou alors ont été envoyés en bac pro à la fin de la seconde. Donc on est dans un modèle quand même, qui est un modèle de la frustration aussi. Hein. Alors frustration qui parfois est légitime. Les collègues de lycée considèrent que tel élève ne peut pas faire un bac général, et ils lui proposent STMG ou d'autres. Mais vous savez bien, STMG, il y a plus d'élèves en STMG qu'en L, hein, en France. Et les collègues d'éco-gestion qui s'occupent des STMJ me disaient qu'en début de STMG, à peu près 80% des élèves n'étaient pas contents d'être là. C'était pas ça qu'ils voulaient faire. Mais souvent, ils préféraient aller en STMG parce que ça leur permettait de rester dans le lycée dans lequel ils étaient en seconde. Hein, parce qu'on a aussi des problèmes en France de mobilité des élèves, y compris à Lille. Hein. Moi, j'ai découvert que des élèves sont dans un lycée qui est le lycée Fédherbe. Ils font tout pour rester au lycée Fédherbe, alors qu'ils pourraient aller au lycée Baggio, qui est à 400 mètres, pour poursuivre leur cursus, mais ils sont attachés à un établissement, et on le voit dans tout le système également. Bon, donc le bac techno, en fait, moi au départ, je voulais fusionner.
Et puis en fait, en discutant avec les associations de profs, éco-gestion, SMS, enfin, les profs qui sont en bac techno, ceux-ci m'ont dit que le public des élèves était quand même très attaché aux formes de pédagogie du bac techno, du lycée technologique, et serait probablement en très grosse difficulté si on les mélangeait, entre guillemets, si on les mettait tous ensemble. Et que ça avait du sens, les filières technologiques avaient du sens. En fait, le problème, c'était de les valoriser. Mais la manière dont on y enseignait, la relation parents, élèves, profs, etc., était quand même plutôt satisfaisante. Et que l'enjeu n'était pas de fusionner, mais plutôt de faire en sorte de revaloriser les filières technologiques pour que les élèves puissent les intégrer. Donc, ce qui fait qu'au final, le bac techno va être obtenu dans les mêmes conditions que le bac général, 60-40 avec des épreuves terminales, etc., etc. Mais en revanche, l'architecture du bac techno, il va y avoir un tronc commun, plus petit, toujours cette idée de l'honnête homme, tronc commun, et puis ensuite le maintien des actuelles séries du bac techno, avec, j'espère que certains lycées s'en empareront. Moi, j'ai suggéré que dans les lycées qui le souhaitaient, eh bien, on puisse proposer des spécialités techno à des élèves du bac général et l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que par exemple, on puisse proposer sciences médico-sociales à un élève de bac général qui pourrait l'apprendre en spécialité, hein, et puis à l'inverse, qu'on propose SES à un élève qui est en STMG. D'accord, pour essayer de mixer un peu les publics, pas de manière décisive et qui les bloquerait, mais par des petites touches qui permettraient un petit peu de mixer les classes. Ça pose des problèmes, hein, ne serait-ce que les profs de bac général, alors bien sûr d'organisation des emplois du temps, c'est clair, ça va de soi, mais aussi de culture professionnelle et des profs de filière générale qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir dans leur classe des élèves de bac techno. Hein, on découvre des choses en se promenant dans l'éducation nationale qui sont tout à fait passionnantes. Je donne un exemple pour terminer de ma nouvelle mission, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, là je travaille sur les questions d'éducation prioritaire, de ruralité, d'attractivité des établissements d'éducation prioritaire et de la ruralité. On découvre des choses passionnantes. On découvre que dans des territoires en France qui sont caractérisés par ce qu'on appelle la déprise démographique, donc des territoires où il n'y a plus beaucoup d'élèves, se mettent en place des expérimentations vraiment très intéressantes de ce qu'on appelle l'école du socle, donc des expérimentations où on met ensemble collège et école primaire, même parfois physiquement, et où le prof d'allemand qui n'a plus tout son service au collège, parce que le collège est petit, donc il n'a pas beaucoup d'élèves, et il ne fait pas ses 15 heures ou ses 18 heures statutaires, fait les cours d'allemand au primaire, évidemment pour son plus grand bonheur, parce que ça lui évite de faire 60 km en zone de montagne pour aller faire les 3 heures qui lui manquent au bout du département. Ça se passe super bien. En plus, comme ensuite il a les élèves au collège, il y a une continuité. Moi je trouve ça super. Et je pose à ce moment-là la question au directeur des ressources humaines du ministère en lui disant, mais est-ce que parmi les professeurs des écoles, de l'école en question, si parmi eux il y en a un qui a un master d'histoire, est-ce qu'il enseigne l'histoire à une des classes du collège? Là on me répond, ah non, non. Que les collègues du secondaire aillent dans le primaire, les organisations syndicales trouvent ça tout à fait normal, mais l'inverse surtout pas. Donc vous voyez qu'on est dans ces choses-là, et c'est vrai que quand on s'approche de l'os, c'est-à-dire qu'on s'approche des questions très concrètes d'organisation, d'expérimentation, de répartition des services, de prise de risque en fait, de saut de l'avion en parachute, mais sans être sûr que le parachute va s'ouvrir, on a des réflexes professionnels que je peux comprendre, hein, qui sont des réflexes de sécurité et disons de forme de trouille par rapport à la gestion du changement. Voilà. Mais ça fait partie du jeu, et nous on le savait quand on a mis en route la réforme, et c'est sûr qu'elle va prendre quelques années avant de trouver une forme de stabilité. Voilà, je m'arrête là. Merci. Très bien. Merci beaucoup Pierre. Alors, on a maintenant tout un temps d'échange et de questions pour discuter de tout ce dont Pierre vient de nous parler, de tout ce qu'il a apporté. Et je trouve que c'était vraiment extrêmement riche d'avoir par l'un des piliers, ou le pilier de cette réforme du bac, de cette proposition de réforme du bac, d'avoir les nouvelles modalités concrètes, opérationnelles, et la manière dont cette réforme a pu être pensée, construite et imaginée. Peut-être une question de ma part pour lancer les échanges, et puis après on vous laisse évidemment la parole.
Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit à la fin. Tu as parlé de l'opérationnalisation de la réforme en termes de politique publique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la manière dont a été reçu ou dont ont été reçues tes propositions au moment où le rapport a été remis en termes d'orchestration nouvelle de cette réforme du baccalauréat, et comment, au-delà de la réception, comment tu vois aujourd'hui la manière dont les acteurs sont en train de s'approprier cette réforme, ces propositions de réforme? Alors, je pense que la réforme, elle a été plutôt pas mal reçue en fait. Alors, enfin, je vais pas dire étonnamment, mais c'est vrai que quand j'étais prêt à me sacrifier, hein, dans le sens où quand la mission a commencé, je me suis dit oulala, c'est quand même le bac, c'est quand même une espèce de totem national. Il s'agissait pas de remettre en cause le bac, mais de le réorganiser, de réorganiser le lycée derrière. Il y avait eu, vous le savez sans doute, des échecs hein, dans les années 2000 hein, autour de ces réformes, Fillon, etc. notamment, et Darcos. Donc c'était quand même pas si évident que ça. Bon, je trouve que la réception finale, elle a été, alors dans l'opinion publique, elle a été extrêmement bonne, mais on peut faire l'hypothèse que les gens n'étaient pas au courant des détails, on va dire. Mais globalement, elle a été très très bonne. C'est et de loin la réforme depuis que Emmanuel Macron est président qui a été le mieux reçu dans l'opinion publique, ce qui est plutôt valorisant pour moi. Du côté des enseignants, des organisations, alors du côté des enseignants, on va dire, si on déconnecte des organisations syndicales, c'était plutôt une réception positive mais attentiste, c'est-à-dire de dire ok, oui, pourquoi pas, c'est vrai, il faut faire bouger les choses, ce qui est proposé là globalement ça a l'air d'aller, mais on attend l'opérationnalisation. Du côté des organisations syndicales, bon, bien sûr il y a eu des critiques, mais globalement moi ce que je peux dire c'est que on a eu des discussions de très très bonne qualité, vraiment, avec quand même un constat partagé sur c'est devenu un truc horriblement lourd, oui le lycée doit évoluer, puis après bien entendu des désaccords sur la manière de faire, beaucoup de choses autour du caractère national du bac, je disais tout à l'heure par rapport au contrôle continu, mais bien sûr aussi par rapport au nombre de postes, aux moyens, comme d'habitude, hein, comme d'habitude c'est normal, qui sont posés, le nombre d'heures, hein, c'est normal, hein, les organisations professionnelles, elles regardent, hein, j'ai le document, elles regardent le nombre d'heures et elles calculent bien sûr ce que ça peut impliquer en termes de réduction de postes, mais c'est normal, ça fait partie de leur travail. Et bon, donc de ce point de vue-là, c'est bien passé. Moi, j'ai eu la chance de participer aux négociations du ministre avec les organisations syndicales. Ce que je peux dire, c'est que c'était des discussions de très bonne qualité. Quand je dis très bonne qualité, ça veut dire qu'on est d'accord, mais de très bonne qualité et assez respectueuse. Bon, en ce moment, ça s'agace un peu du côté des organisations syndicales. D'abord parce qu'il y a des élections qui approchent. Et l'élection, il ne faut pas la perdre quand on est une organisation syndicale. Puis aussi, parce que, comme tu viens de le dire, on est passé à la phase d'opérationnalisation. Et très concrètement, là, la tension qu'on remarque, la tension au sens des sciences physiques, hein, pas au sens où on se bat, encore que, c'est la tension entre une volonté du ministre d'un pilotage confié aux établissements, largement, et des attentes des établissements des établissements, des collègues, des proviseurs, des profs, qui aiment bien la liberté, notamment dans leur salle de classe, mais qui aiment bien aussi parfois ne pas avoir à assumer à leur niveau de certaines décisions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple des matières partagées dont je parlais tout à l'heure. Hein, nous, avec le ministre, on a dit non, mais c'est 4 heures en première, 6 heures en terminale. Le collègue de SES et le collègue d'histoire, ils s'entendent, hein, ils se mettent d'accord, ils s'organisent. C'est pas quand même au ministère, à l'État, de dire alors c'est 2h30 d'un côté pour l'un, 1h30 pour l'autre et tout. Les attentes des associations disciplinaires, profs d'histoire géo, profs de SES, c'est une circulaire nationale disant clac, le volume horaire de cette discipline il est partagé. Voilà. Bon, il y a ça, les spécialités, hein, puisqu'il y a un nombre de spécialités. Donc le ministère a dit c'est au moins 7 par établissement, et ensuite pour les supplémentaires, vous pouvez vous organiser en bassin d'établissement. Bon, moi je trouve que ça a du sens, parce qu'on ne peut pas décemment proposer toutes les spécialités dans tous les lycées, ne serait-ce que parce que sinon il va y avoir des CP dans lesquels il y aura 4 élèves. Il faut être lucide, réaliste si vous voulez, même par rapport au coût. Donc de dire on a quelques lycées sur un périmètre donné, et ces lycées s'entendent pour dire bon ben voilà, la spécialité art ou la spécialité humanité, philo, etc. C'est tel lycée qui la gère,
et puis éventuellement elle est en visioconférence ou en présentiel, il faut voir, entre plusieurs lycées, je trouve que ça a du sens. Mais ça vient perturber effectivement, on va le dire, des habitudes. Hein, le système est très habitué à des directives descendantes. On attend la circulaire, on la lit avec son stabilo, et on fait ça. Dernier exemple, dans les lycées, vous le savez sans doute, il y a des collègues présents ici, je pense, il y a ce qu'on appelle le conseil pédagogique. Hein, le conseil pédagogique, quand on lit le texte qui organise le conseil pédagogique, pour moi, il y a tout. Le conseil pédagogique, c'est le lieu dans lequel des enseignants désignés par leurs collègues discutent avec l'équipe de direction de l'organisation de tout ce qui concerne la pédagogie dans l'établissement. Or, en discutant avec, lors des auditions que j'ai faites, notamment avec les proviseurs, etc., tout le monde me dit, bon, c'est un petit peu au petit bonheur, dans certains endroits c'est super, dans plein d'endroits ça fonctionne même pas du tout, alors que clairement c'est l'endroit où on pourrait dire comment on organise les choses, comment on organise les 54 heures d'accompagnement des élèves, etc. Donc ça c'est quelque part une forme de révolution aussi dans le système, et il est clair que cette réforme, pour réussir, je pense pleinement, il faut que ça se passe par une transformation pour une partie de manière dont les équipes de direction et les profs voient et conçoivent leur métier, je pense. Donc ça, c'est vrai que ça prend du temps parce que il y a des habitudes, disons, professionnelles qui sont très fortement ancrées. Voilà. Merci Pierre. Alors, il y a des questions dans la salle. On va commencer à faire passer le micro. Allez, monsieur. Bonjour à tous, El Fatmi Baktaoui, lycée de Dunkerque, lycée professionnel. Voilà, je ne vous ai pas beaucoup entendu sur le lycée professionnel, malheureusement, vous avez beaucoup évoqué le bac. Voilà. Donc, pour mener à bien votre réforme, est-ce que vous avez contacté les entreprises et les administrations pour comprendre un peu, pour savoir leurs attentes? Ou bien vous êtes inspiré des modèles suédois et danois dont on a parlé beaucoup ces jours-ci? Ou bien vous êtes inspiré de la nature en général? Voilà, merci. Alors, au tout début de mon propos, j'ai dit que je n'avais pas été en charge du bac pro et du lycée professionnel. Voilà, donc, mais il n'empêche que dans les 105 auditions que j'ai réalisées pour le bac général et technologique, on a évidemment reçu le MEDEF, la CGPM, enfin la CPME, donc les employeurs, pour discuter avec eux de leurs attentes, de leur manière de voir le lycée. Moi, ma position très simple, hein, quels que soient les bacs. Quels que soient les bacs. Alors évidemment, le bac pro, c'est un peu particulier. Mais c'est d'être attentif à ce qu'on appelle l'adéquationnisme ne nous tue pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros de dire... alors en bac pro, la question de l'adéquationnisme est vraiment plus clairement posée. Hein, on forme des élèves pour des types de débouchés professionnels à court terme, c'est évident. Enfin, c'est évident, c'est plus évident. Pour le bac général et le bac technologique, moi j'ai beaucoup insisté sur le tronc commun. Il est important que les élèves acquièrent des compétences générales, civiques, citoyennes. Pourquoi? Parce que les études qu'ils vont faire post-bac vont les conduire à un premier emploi qui ne sera probablement pas un emploi à vie et identique. Donc il faut que les élèves, tous les élèves, aient des savoir-faire, des compétences, qu'ils maîtrisent, qui leur permettent d'être adaptables professionnellement au long d'une carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de faire pour le bac général technologique. Mais bac pro, il faudra que Sébastien invite ma collègue députée qui avait mené la mission sur le bac pro. Voilà. Merci Pierre. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul, je suis étudiant en Master 1MEF Lettres, Histoire, Géo à Arras. Et alors ma question va porter en fait sur le choix des... ma prof me regarde, il faut que je fasse gaffe. Sur le choix des spécialités. Donc admettons que je sois lycéen, je choisis quelques spécialités, et au bout de quelques semaines, voire un mois, ça peut arriver à tout le monde, ces spécialités ne me conviennent pas. Donc qu'advient-il de moi ? Est-ce que j'ai la possibilité, au bout de quelques semaines, de dire « stop, je n'en veux plus », est-ce que je peux intégrer d'autres spécialités, ou bien on va me contraindre toute l'année justement à faire un truc qui me botte plus pour pouvoir faire un changement en terminale? Bonne question. Hein. Alors, dans le rapport que j'avais rendu, moi j'avais pensé à un modèle très Sioux, donc mes fameux semestres, et puis j'avais proposé que les élèves puissent changer de spécialité à chaque semestre. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cet esprit d'une espèce de découverte de disciplines différentes, ou pas d'ailleurs, hein, où ils restaient.
je vous avoue, enfin je reconnais volontiers que c'était très sioux dans le sens où ça pose d'énormes problèmes de fabrication des classes derrière. Vous auriez des élèves qui auraient fait un peu de SES puis pas du bon. Donc ça c'était très compliqué. Alors moi votre question, moi je renvoie de façon très à ce qui va se passer dans les lycées. Moi et là pour le coup le ministre ne veut pas cadrer ça. Si dans un lycée comme aujourd'hui ça existe, vous le savez bien, il y a des élèves qui au bout d'un mois de S demandent à passer en ES, hein. Vous savez bien. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Mais dans ce sens-là, par exemple, dans certains lycées, ça se passe complètement normalement, c'est organisé, etc. Et dans d'autres, c'est pas possible. Vous voyez. Donc pour moi, ça relève vraiment de l'autonomie des établissements et des process qui sont, enfin, de la manière dont la méthodologie va se mettre en place. Moi, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Je trouve que ça serait normal qu'il y ait une espèce de clause de revoyure et que, par exemple, au moment des vacances de Pâques de l'année de première, si un élève se découvre que telle spécialité elle ne lui plaît pas ou il n'y arrive pas en termes de niveau, ça pourrait avoir du sens de lui permettre de basculer. Mais ça pose des problèmes parce que s'il bascule, il va choisir une nouvelle spécialité dans laquelle il va arriver en retard par rapport aux autres qui ont déjà commencé avant. Vous voyez, donc sur le principe, c'est comme d'habitude, hein, sur le principe, la philosophie générale, vous avez raison et je suis d'accord avec vous. Après, quand on opérationnalise, qu'on descend au niveau des gamins et des bahuts concernés, ça peut devenir extrêmement compliqué et ça peut les mettre en difficulté, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on voudrait les aider, de les mettre en difficulté. Voilà. Pardon. Je vais répondre aussi de façon technique à votre question. Pour que vous puissiez changer, mettons vous avez choisi la spécialité A et puis vous préférez finalement la spécialité B. Ça supposerait que les horaires soient totalement compatibles. Donc ça supposerait que toutes les spécialités aient lieu en même temps et qu'en même temps, il n'ait pas lieu en même temps puisqu'il faut que les élèves puissent choisir les 3 spécialités. Donc pour qu'ils puissent choisir 3 spécialités parmi, mettons 7 ou parmi 11 spécialités, ce qui était au départ, il faudrait que toutes les spécialités soient étalées. Vous voyez un petit peu l'organisation. Alors étaler 11 groupes de 4 heures, ça fait 44 heures si je ne m'abuse, ça prend quand même beaucoup de temps dans une semaine scolaire. Merci pour cette réponse à 2 voix. Il y avait peut-être une autre question. Alors, nous avons la chance d'accueillir des collègues qui nous viennent du Mexique dans le cadre d'un programme d'échange international et donc nous avons une question de cette collègue. Oui, merci Alejandra Avalos du Mexique. Et effectivement, je pense qu'un changement de ce type-là perturbe les habitudes des professeurs parce qu'en tant que sociologue, vous savez que le professeur, nous, on a une identité qui est collée justement à l'origine de la science d'où l'on vient. Donc je pense concevoir, disons, il y a sûrement, ça va choquer un peu l'ordre de la conception, vous l'aviez dit, de la manière de voir la profession. C'est-à-dire, même si l'on est enseignant, on est collé à la science d'origine, sans doute. Donc ça va d'abord heurter l'ordre du didactique. C'est-à-dire la façon dont un économiste, un philosophe, un sociologue, qui vont tenir en cours complémentaire, donc ça demandera sûrement des aides, disons, un travail. Peut-être l'ESPE sûrement pourra à ce moment-là accompagner sûrement avec je sais pas, des cours complémentaires pour que les gens puissent travailler là-dessus. Donc il y a l'autonomie des établissements, mais il y a aussi le travail qui puisse maintenir l'interdisciplinarité des projets, etc. Donc ça va être disons, un petit peu long pour justement établir ça. Mais il y a aussi des implications pour les examens. C'est-à-dire, sûrement, il y aura des constructions, des sujets qui vont attacher diverses disciplines. Et donc, c'est-à-dire, effectivement, ça va heurter sur la compétence des étudiants, mais on est professeurs nous ne sommes pas formés dans les compétences, justement. Donc, ça va demander sûrement un long trajet, justement, pour la construction des nouveaux examens, des sujets, surtout des nouveaux sujets qui demandent ça. Vous avez complètement raison, hein. D'ailleurs, c'est une des questions en ce moment, c'est comment, sur une discipline qui va associer sciences économiques et sociales et histoire, quel sujet on va fabriquer et qui va corriger. Bien sûr, en même temps, ce qu'on sait quand même, c'est que les profs d'histoire et les profs de SES d'un côté, et puis les profs de philo, les profs de lettres classiques de l'autre, ont quand même souvent des parcours en partie qui ont été communs. Vous voyez, en France, les profs d'histoire et les profs de SES viennent souvent des mêmes écoles préalables, et souvent les lettres classiques et la philo, les profs de lettres classiques en France
Ils ont étudié, notamment en grec, ils ont étudié les philosophes grecs, donc ils connaissent. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait un cours entre un prof de maths et un prof d'histoire. Ça pourrait être marrant. Mais voilà, vous voyez, donc, mais vous avez complètement raison, hein, c'est des interrogations qui sont posées et auxquelles probablement on va répondre petit à petit. Ça va pas d'un seul coup. Dans certains endroits, oui, mais globalement, le système va en France, hein, c'est comme au Mexique, je pense, assez lourd. Ça va mettre plusieurs années probablement à trouver une forme d'équilibre, bien sûr. Francis Danvers, Université de Lille. Merci pour cet exposé et je voudrais rendre hommage à ton agilité parce que accepter une mission de cette nature, c'est très risqué politiquement, mais en même temps, c'est l'image de toute une corporation et on est riche en termes de corporation qui est mis en jeu. Et donc voilà, je voudrais rendre hommage à ta dimension sportive parce qu'il faut être sportif pour réussir une telle entreprise. Voilà, et donc merci d'abord. Alors le baccalauréat, c'est un objet qui réunit plusieurs disciplines et qui fait dialogue entre les sciences d'éducation, que je représente modestement, et les sciences politiques que tu incarnes magnifiquement. Et c'est rare qu'un objet comme ça puisse être mis en tension entre nos deux disciplines. Alors je ferai je me permettrai de poser 3 questions, mais très brèves. Première question, c'est la question des garçons. Tu as dit que 25% des garçons n'ont pas le bac. Moi, je pourrais ajouter, tu me corriges au besoin, qu'un garçon issu de classe ouvrière n'a pas le bac. Et que la question, disons, de la réussite des garçons en tant que tel dans le système éducatif, à mon avis, fait l'objet très récemment d'une préoccupation sociétale. J'aimerais savoir quel est l'état de ta réflexion là-dessus. Deuxième question, c'est l'horizon que tu te donnes. Et j'ai adoré que tu dises 30 ans, parce que dans l'éducation nationale, souvent, on a comme horizon l'année scolaire. Bon. Et donc avoir une vision de 30 ans, c'est pas mal. Est-ce que tu as imaginé une date de péremption pour ton rapport? Je m'explique. Je pense qu'il faut au moins 2-3 ans pour que la machine intègre ton rapport. J'ai l'idée de mettre en route. Après, il y a 7 à 10 ans de vitesse de croisière. Et après, il faut penser à l'autre équation démographique. Parce que j'ai bien entendu que dans ton raisonnement, tu t'appuies toujours sur des données démographiques. Or, tu sais que depuis 3 ans, il y a une baisse démographique. Et donc, il faudra imaginer que dans 10-15 ans, il faudra repenser toutes tes équations, mais dans un contexte démographique baissier. Et ça, à mon avis, c'est un élément important, notamment sur les aspects qualitatifs qui te sont chers. Dernier élément, un peu à la marge de ton sujet, mais tu ne peux pas être indifférent, c'est la question de Parcoursup. Comme tu sais, je suis en plein dans les préoccupations d'orientation. Parcoursup a pour définition la non-hiérarchisation des choix. Ça fait énormément de discussions parmi nous, hein, au sens large du terme. Or, tu as rappelé qu'il y a un paradoxe parce que les choix des lycéens sont très concentrés. PACES, psycho, STAPS et droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que dans notre société, les jeunes se concentrent sur, en fait, une très faible diversité des choix, alors que la richesse du système, c'est d'offrir une pluralité de parcours. Pourquoi on n'arrive pas à casser les représentations qui sont extrêmement stéréotypées et qui témoignent d'aucune manière des réalités professionnelles? J'observe qu'il y a un grand absent. On n'a pas entendu tellement les entreprises s'exprimer là-dessus. Moi, j'aimerais que les entreprises s'expriment en disant, nous, les entreprises, on a besoin de tous les talents des jeunes. Moi, je pense qu'il faudrait plus largement entendre les entreprises, mais y compris les syndicats de travailleurs. Hein. J'associe pas entreprises et patrons du CAC 40, mais l'ensemble des milieux professionnels pour que les jeunes se sentent accueillis dans la vie professionnelle dans son immense diversité. Merci. Bien, donc en 2 mots et demi, bon, les garçons. Alors, si on genre l'analyse, il ne faut pas oublier non plus qu'au bout du bout, c'est quand même les garçons qui s'en sortent le mieux sur les filières les plus prestigieuses, Polytechnique, l'ENA. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... les garçons sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, plus on monte dans les filières sélectives, plus les garçons sont nombreux. Les doctorats, c'est quand même assez intéressant quand même. Hein. Après, c'est vrai que quand on est un garçon d'un milieu ouvrier, alors qu'est-ce que c'est qu'un milieu ouvrier aujourd'hui, hein? Non, je pense qu'une partie ont le bac, mais un bac pro. Et globalement, pour le dire autrement, Bourdieu n'est pas mort, hein, et que la démographisation de l'enseignement supérieur ne s'est pas du tout accompagnée d'une démocratisation dans l'accès des plus démunis aux filières les plus... je le vois bien dans mon école, hein, on a 30% de boursiers, ce qui était pas mal, hein, mais bon, la moyenne des boursiers de l'enseignement sup, c'est 40%, et on a peu de boursiers échelon 6, échelon 7, donc il y a l'accroissement quantitatif du nombre de jeunes en mesure d'accéder à l'enseignement supérieur ne s'est pas accompagné d'une répartition socialement égalitaire vers notamment les filières sélectives. Et ça, c'est un énorme problème qui fabrique quand même beaucoup de frustration et d'insatisfaction dans le système. Bon, c'est la première chose. Alors, date de péremption, équation démographique. Alors, attention, tu sais que le lycée, là, il y a encore beaucoup de monde. Hein. Le lycée, aujourd'hui, c'est la crise des ciseaux. C'est qu'en fait, le lycée accueille beaucoup d'élèves. C'est le primaire, à partir de la rentrée, là, c'est 60 000 de moins par an.
Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, le lycée va perdre donc 60 000 potentiels bacheliers, donc ça va avoir des conséquences sur le nombre final de bacheliers. Bon, pour moi, ça change pas grand-chose qu'il y ait 800 000 ou 740 000 gamins qui passent le bac, fondamentalement, vu les nombres auxquels on est. En revanche, ça peut peut-être donner un peu de marge de manœuvre dans le sup, dans certains endroits où la tension est très très forte. Mais bon, c'est pas... Après, je disais 30 ans pour la réforme, parce qu'en fait, la dernière réforme majeure, en fait, c'est pas 91, c'est 1963, hein, la grande réorganisation. Donc, c'est une génération. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai encore un peu de temps avant de prendre ma retraite. Et puis, Parcoursup et tout ce qui va avec. Alors, la question c'était d'abord sur mais que diable font ces jeunes qui ne vont plus en L1 ou qui ne demandent plus, si ils y vont finalement, mais qui ne demandent pas L1. Écoutez, je pense qu'il faut que les universités, c'est une rupture culturelle. Il faut que les collègues, on en fait partie, hein, il faut que les collègues considèrent que les élèves ne viennent pas naturellement chez eux. Hein, et qu'on n'attend pas le client derrière le guichet. L'usager. On est responsable de l'UFR de mathématiques, on est responsable, sciences de l'éduc, il y a du monde, un peu trop d'ailleurs, mais on est responsable on fait du travail avec les lycées en amont, de manière à ce que beaucoup plus qu'aujourd'hui d'élèves demandent à venir dans tel ou tel cursus, avec tel ou tel projet, en étant contents d'y arriver. Là où les BTS, les IUT, etc., et même presque de manière exagérée si on prend les BTS, hein, parce que le premier débouché post-bac, c'est les BTS. Ça veut dire aussi, n'oubliez pas, les BTS, c'est au lycée. C'est de la proximité, et ça rassure. En fait, les gamins prennent BTS aussi parce qu'ils pensent que c'est 2 ans, voire 3 ans, qu'après ils travailleront, ils auront un emploi. C'est dans le lycée de proximité, ils vont avoir des profs qu'ils connaissent déjà, ou presque. Et ils n'auront pas, on en parlait avec Sébastien tout à l'heure, souvent ça pose d'énormes problèmes, parce que les élèves demandent un lycée de proximité plus qu'une formation. Ils demandent quelque chose pour ne pas avoir à bouger. Donc en termes de motivation, ça pose énormément de problèmes. Donc je crois que la clé, c'est ça. Je crois qu'il faut que les collègues, et c'est vraiment, je vais le dire et je termine après, c'est pas d'abord une question de moyens. Dans l'enseignement supérieur, je suis un peu provocateur en disant ça dans les universités. C'est quand les collègues disent il nous faut plus de moyens pour accueillir les élèves. Le problème, c'est que quand la télé fait la rentrée dans une fac de médecine ou dans une fac de STAPS et que les amphis sont bondés et qu'on interviewe des gamins qui prennent des notes sur les escaliers de l'amphi, c'est vrai, mais dans l'amphi à côté, il n'y a personne. Et 2 mois après, il y a encore moins que personne. D'accord ? Et donc, il faut affronter ça. Et comment on y répond ? On y répond en faisant ce travail en amont, en allant se présenter dans les lycées, en allant expliquer ce qu'on propose dans le sup, dans les lycées. Aujourd'hui, la filière dans l'enseignement supérieur qui progresse le plus vite en France, c'est l'enseignement privé lucratif. C'est l'enseignement privé lucratif. D'accord ? Alors, c'est pas grand-chose encore, hein, c'est sur 2,5 millions d'étudiants, c'est 100 000. Mais c'est eux qui ont la progression la plus vite, et y compris dans les milieux les plus modestes. Vous savez, ceux qui jouent sur bachelor, diplôme de bachelor, on ne sait pas ce que c'est, le master avec un E au bout, etc., qui jouent beaucoup de ça, et qui jouent, pour finir Francis, qui jouent justement d'un lien avec le monde de l'entreprise, qui rassure les élèves en leur disant, attendez, ça ne sert à rien de lire Platon dans le texte, ce qui est important c'est d'avoir un stage, et qui construit une légitimité là-dessus. Et je pense que la meilleure manière d'y répondre, finalement, c'est d'accepter que malheureusement ou heureusement, on est dans un système aujourd'hui qui est concurrentiel. L'université n'est pas un lieu protégé, préservé, où on irait naturellement parce qu'on veut aller à l'université. L'université est de plus en plus concurrencée. Si elle ne l'accepte pas et qu'elle n'en tire pas les conséquences, ça va continuer à se dégrader en termes d'attractivité.